Héritage Télévision, la chaîne à grande vision. Au fil du temps, nous avons forgé notre expertise sur vous, en adaptant continuellement nos produits et services selon vos attentes. PCDC, bâtisseur d'avenir. Vous regardez Héritage Télévision, c'est l'heure de votre grande édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. À la une de l'actualité, 22 jours en suffit pour que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, consulte toutes les couches sociales de la République démocratique du Congo, un échantillon représentatif après des accrochages entre le FCC et les caches partenaires de la coalition au pouvoir. C'est mardi 24 novembre, marque donc la fin des consultations initiées par le chef de l'État congolais en début du mois. Politiciens, acteurs de la société civile, religieux, artistes, commerçants, journalistes, enfants de la rue ont fait le déplacement du Palais de la Nation pour rencontrer le chef de l'État. À présent, la population congolaise est en attente des conclusions de ces consultations initiées par Félix Tshisekedi en vue de former une union sacrée pour la nation. Direction à présent à l'Assemblée nationale, là où les députés Didi Manara, président du groupe parlementaire du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, a déclaré que le comité des sages de l'Assemblée nationale statue sur les dossiers du député Albert Fabrice Pouela qui a tenté une action contre le bureau de la Chambre basse du Parlement au Conseil d'État. Le juge des référés du Conseil d'État a déclaré irrécevable la requête du député Albert Fabrice Pouela. Didi Manara affirme des sanctions contre l'élu du Congo central pour avoir porté un coup contre la démocratie. Le député Lamouka veut faire tomber le bureau de la Chambre basse du Parlement, l'accusant de n'avoir pas présenté son rapport financier en plénière pendant la session de mars, violant ainsi, selon lui, l'article 139 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Peut-on lire sur le média en ligne actualité.cd. On reste toujours à l'Assemblée nationale, là où les députés nationaux de la Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication ont auditionné ce mardi 24 novembre 2020 les directeurs généraux ad intérim de l'Office des voies des dessertes agricoles Kasonga-Ilunga. L'audition a concerné le fonctionnement de son secteur. Je vous prie de suivre le président de la commission ATIC au micro de nos confrères de Héritage Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons reçu le DG de l'Office de voies de dessertes agricoles pour essayer de comprendre un peu les difficultés qu'il a et les propositions qu'il fait pour qu'on puisse aménager les routes à l'intérieur du pays. Vous savez que 95% des députés sont issus de l'arrière-pays. Et aujourd'hui, la situation des routes de dessertes agricoles est catastrophique. Et on ne comprend pas très bien, est-ce qu'il y a un problème de financement?
Est-ce qu'il y a un problème d'attribution des marchés? Il y a partout des problèmes de paiement des cantonniers et le problème de sélection des routes. L'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée nationale nous a chargé de répondre à cette préoccupation. C'est pour ça que nous avons invité le DG de l'OVDA pour qu'il vienne nous expliquer quelles sont les contraintes qu'ils rencontrent, quelles sont les difficultés. Les députés ont eu à poser toutes les questions, il aura à nous répondre, de manière à ce qu'on fasse une recommandation pour améliorer la situation des routes, des dessertes agricoles, parce que vous savez que c'est de ça que dépend la production de l'agriculture et la vie même et la survie de l'arrière-pays. Donc c'est une préoccupation de la plénière et du bureau de l'Assemblée nationale que nous sommes venus traduire auprès du DG de l'OVDA. 24 novembre 1965 à 24 novembre à 2020, cela fait exactement 55 ans jour pour jour que le maréchal Mobutu prenait les pouvoirs par un coup d'état militaire. À cette occasion, nos reporters ont rencontré le professeur Nkongolo Foucault, historien de son état, qui estime qu'il n'y a aucun bon souvenir à retenir de cet événement qui a retardé le développement du pays. Il revient tout de même sur le déroulement de ces coups d'État. Je vous prie de l'écouter au micro de Michael Mutula et Joe Abraham Tomba. Je dirais le deuxième coup d'État du président Mobutu, puisque le premier c'est celui du 14 septembre 1960 et le 24 novembre 1965, il va faire un deuxième coup d'État. Le premier, il avait fait celui des 60, il avait fait essentiellement avec des par commando marocains, mais en 1965, là, il est fait avec ce qu'on appelait le haut commandement de l'ANC, l'armée nationale congolaise à l'époque. Quel est le contexte? À l'époque, sur le plan politique, nous avons Moïse Tshombe, Premier ministre, qui venait d'organiser les élections générales, bien que les Congolais disent parfois des choses qu'ils ne connaissent pas. Non, les premières élections multipartites, c'est celles de 2006. Non, les élections de Tshombe étaient des élections multipartites. Et lorsque Moïse Tshombe organise ces élections en 1965, il va remporter. C'est sa convention Koneko avec alliés qui vont remporter ces élections. Cela avait comme conséquence que Moïse Tshombe devait être nommé Premier ministre. Mais il s'est fait que Kasavubu hésite à le faire. Je ne veux pas entrer dans les détails pourquoi. Et finalement, c'est dans ce contexte-là que Moïse Tshombe il dit qu'il est en droit d'être nommé Premier ministre, mais Kasavubu ne veut pas le nommer, il veut à la place nommer Kima, et dans cet imbroglio, le haut commandement va saisir l'occasion pour dire voilà encore les politiciens, comme c'était le langage de Mobutu à l'époque, veulent nous ramener encore à leur querelle, donc il faut que nous fassions le coup d'État. Donc voilà le contexte dans lequel le haut commandement s'était réuni nuitamment, mais en fait ce n'était pas un accident, c'était quelque chose qui était bien préparé par Mobutu. Direction à présent à la primature où le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu ce mardi 24 novembre le ministre d'État britannique pour l'Afrique James Boudriguet. Les échanges entre ces deux personnalités ont tourné autour des situations politiques et humanitaires en RDC. Regardez. Je suis James Duttridge, je suis le ministre de Royal Nui. Je suis ici en RDC pour visiter les politiciens, mais aussi pour visiter tout le pays, pour voir les situations humanitaires. Aujourd'hui, je suis avec le Premier ministre pour discuter le sujet de la politique ici à Kinshasa et les changements. Aussi, nous avons parlé sur la situation humanitaire qui est très importante pour l'Angleterre. Nous avons parlé sur beaucoup de sujets. Forcément, l'intérêt, c'est pour la situation humanitaire qui est prête en ce moment. Et aussi, au niveau
pour les organisations qui travaillent avec les jeunes filles dans l'école. Et aussi, vous avez parlé sur l'infrastructure, l'agriculture, ça c'est important, mais nous s'occupons de le bénéfice du commerce en général, pas pousser quelques secteurs. Et avec cette commerce, on lève le commerce, forcément, ça c'est bon pour les revenus pour le gouvernement qui peut fondre les autres situations dans un pays qui est très complexe et très grand. Je pense que la coopération entre les deux pays est très bon, mais toujours on peut améliorer cette relation. C'est pour ça que je suis ici pour mon première visite en RDC. Restons toujours à la primature. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu par la suite le responsable de la société Servo-Air. Il a été conduit par le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Mazanga. Ils ont parlé du contrat signé par le gouvernement central sur la commande des 670 bus pour la société des transports Transco. Suivez. Je suis accompagné du responsable de la société Servo-Air, avec qui nous avions signé un contrat pour 230 bus de marque Mercedes en faveur de Transco. Et il a été prévu l'installation des usines de montage de bus. Et il a été prévu dans les contrats qu'il y ait le paiement des acomptes. Et comme il est prévu, j'ai annoncé devant la presse que nous avions fait la commande au total de 670 bis. Les 440 bis arrivent d'ici mois de janvier, de marque Volvo. Les 230 bis arrivent au mois d'avril, de marque Mercedes. Alors il est important que nous puissions donner cette bonne nouvelle à son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement et aussi solliciter que les finances puissent s'exécuter à ce qui concerne les engagements que nous avions eus avec les partenaires. Ça, c'est très important, c'est l'innovation, c'est le message que nous avions donné à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et nous avions dit que c'était un grand projet. Ce projet va plus ou moins faire engager 500 personnes qui vont travailler à l'usine. Et les contrats étaient signés depuis 2019, je vous l'ai rappelé, et qu'il est ici attendu au mois d'avril pour que le bus arrive 60, mais les autres bus seront fabriqués ici. Mais le terrain ou bien la concession se trouve au niveau de la CGMRI, c'est déjà prêt. On est en train de travailler et il a eu aussi la licence avec la société de Mercedes-Benz. L'usine, c'est une procédure. Nous avions commencé, les chefs s'engageaient de pouvoir faire honorer les contrats que nous avions signés et les partenaires aussi s'engageaient de pouvoir respecter ces engagements, du fait qu'il a sollicité à son Excellence Monsieur le Premier ministre de visiter la concession et il a rassuré que dès que l'usine sera disponible, le Premier ministre il sera le premier à pouvoir visiter et à inaugurer. Donc ça sera l'année prochaine, nous avions dit au plus tard le mois d'avril, l'usine sera disponible. Quittons Kinshasa, la capitale, pour se rendre dans la province de la Chopo, où la ministre de la fonction publique est arrivée ce mardi 24 novembre 2021. Kisangani Yolande Ebongo est en mission officielle pour nettoyer le fichier du personnel de l'État et le recensement général. On fait les points avec notre correspondant sur place, Laurent Kangissa. Je suis là dans le cadre de l'administration publique. Vous savez que l'administration est en pleine réforme et parmi les axes de la réforme, nous avons la maîtrise des effectifs ainsi que de la masse salariale. Mais pour parvenir à relever ce défi, nous devons maîtriser, nous devons nettoyer le fichier et je suis là exclusivement pour les travaux relatifs au nettoyage du fichier du personnel de l'État que nous appelons FRA. Et au-delà de ça, il y a une autre partie de cette mission qui va s'occuper justement de la capture des agents, ce que vous appelez recensement, parce que finalement la fonction publique est numérisée. Aujourd'hui, nous avons une base de données électronique et je voudrais que les provinciaux profitent qu'on change un peu d'approche. Au lieu qu'il y ait toujours des Quinois qui en profitent en premier, que nous mettons maintenant les provinciaux en avant-plan pour que... Parlons
Parlons à présent de l'actualité en Provence, direction le gouvernorat où le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoaki-Mimba a reçu tour à tour, c'est mardi 24 novembre à 2020, le secrétaire permanent de la Commission nationale des réfugiés, le ministre national de budget et le manager de l'association sportive Saint-Luc des Kananga. On fait le point avec Esther Diour et Basile Bilali. Les questions relatives aux réfugiés étaient au centre des échanges qu'a eu en début d'après-midi le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoaki-Mimba avec Eric Mukandila, secrétaire permanent de la Commission nationale des réfugiés. Et d'ici mars prochain, seront rapatriés tous les réfugiés congolais vivant en Zambie et a manifesté la volonté de retourner sur le territoire national. Préparer le retour de nos compatriotes qui ont exprimé la volonté de rentrer chez eux. Et ça, nous avons... il est prévu de se tenir au plus tard au mois de mars de l'année prochaine. Le conflit foncier opposant un groupe de médecins à la population du quartier Luochi a également fait l'objet d'un échange entre le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoaki-Mimba et le vice-ministre national des budgets Félix Momat Kitenge, une délégation de médecins propriétaires d'une concession au quartier Luochi venus pour réclamer leurs droits. Dr Sylvain Kongolo, président de l'ordre provincial de médecins, revient sur le fait. Nos terrains qui ont été donnés aux médecins ont été spoliés par la population. C'est ainsi que nous avons vu le vice-gouverneur avec Excellence Monsieur le vice-ministre du budget national qui est venu pour ça, que nous puissions trouver solution à cela. D'abord, la première chose, c'est qu'on va d'abord faire une descente sur le terrain pour qu'on voit et qu'on trouve ce qui se passe réellement. Et après, on va voir ce qu'on va faire. Pour finir, le vice-gouverneur a reçu Aimé Mutombo, manager de l'association sportive Saint-Luc de Kananga, venu pour solliciter une assistance auprès du gouvernement provincial pour l'avancement de cette structure. Dans le reste de l'actualité en Provence, c'est mardi 24 novembre à 2020, marque le deuxième jour de la mission conjointe ARCA-APLC dans la province du Haut-Katanga. Ce mardi, un atelier a été organisé au Pullman Hotel Grand Caravia en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoa. Juste après l'atelier, le directeur général de l'ARCA et sa délégation se sont rendus au parquet et à la cour d'appel de Lubumbashi à l'issue de ces rencontres. Voici ce qui en ressort. Vous savez que, comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, l'activité que nous faisons actuellement, c'est celle de la prévention. Et la prévention, c'est l'étape juste avant la répression et l'application des sanctions. Et lorsque nous irons à l'étape de la répression, le bras judiciaire qui devra nous aider, c'est au niveau du procureur général. Nous lui avons expliqué le sens de la mission, des objectifs, qu'il a très bien compris, et il a exprimé aussi très ouvertement qu'il va nous accompagner lorsque nous aurons besoin de lui. Il sera là pour nous accompagner très efficacement, avec grande application aussi. Voir le procureur général, effectivement, parce que nous sommes dans la phase de sensibilisation. Et tout de suite après, ça sera la répression. Et comme vous le savez, nous sommes une nouvelle agence. Nous n'avons pas encore de points focaux dans les différentes provinces, que donc nous aurons besoin de l'appui total qui nous a d'ailleurs été assuré du procureur général et ses services pour nous aider essentiellement dans le travail d'investigation lorsque nous serons dans la phase de la répression, afin d'atteindre nos objectifs. Changeons de chapitre à présent pour parler éducation, direction le Kasaï central où l'Université de Kananga a lancé ce lundi 23 novembre au moins 178 lauréats sur le marché de l'emploi. C'était après une double cérémonie, d'abord la clôture de l'année académique édition 2019-2020 ainsi que la collation des grades académiques. On fait le point avec notre correspondant sur place, Solène Toumba-Mfika. C'est dans son propre site imposant, situé au village Katambayi, à plus ou moins 10 km du centre-ville, que cette cérémonie jumelée en collation des grades et clôture de l'année académique 2019-2020, que cette activité s'est déroulée. Au total, 178 lauréats sur 350 étudiants enrôlés à la grande session ont été lancés sur les marchés d'emploi dans plusieurs filières qu'organise l'Université de Kananga, première université publique du Kasaï central, tel que l'indique professeur Bertin Beya Malemba, secrétaire général académique de l'UNICAN, dans son rapport général. Sur un total de 350 étudiants enrôlés pour la première session, 178 ont réussi, soit
50,8%. Faculté de droit, 35 satisfactions. Faculté d'économie, 39 satisfactions et une distinction. Faculté d'informatique, 33 satisfactions et 3 distinctions. Sciences politiques administratives, 13 satisfactions. Relations internationales, 4 satisfactions et une distinction. École de santé publique, 44 satisfactions. Professeur Joseph Sabwa Chaboukole, recteur de l'Université de Kananga, a, avant de féliciter le lauréat du jour, épinglé les facultés qu'organise l'UNICAN. L'Université de Kananga, UNICAN en sigle, organise 6 facultés, à savoir la faculté de droit, la faculté de médecine et école de santé publique, la faculté des sciences agronomiques, la faculté des sciences de l'information et des communications, la faculté des sciences informatiques, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences sociales, politiques, administratives. Signalons que ce maître Jean-Claude Moupompa, secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Kasaï central, qui a présidé l'activité en présence de plusieurs personnalités. Pour parler santé à présent, la République démocratique du Congo continue justement à faire face à la pandémie des coronavirus. Le lundi 23 novembre, 32 cas supplémentaires des coronavirus, tous à Kinshasa, ont été enregistrés. C'est ce qu'indique le bulletin quotidien du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie au pays. Au total, 159 échantillons ont été testés. 47 nouvelles personnes ont par ailleurs été déclarées guéries et sorties des centres de traitement Covid-19. Et parmi les patients suivis à domicile, dont 31 à Kinshasa, 4 dans le Bas-Ouélé, 4 au Lualaba, 3 dans la Chopo, 2 au Sud Kivu, 2 justement dans la province du Nord Kivu, 2 également dans la province du Haut-Katanga et 1 dans le Maniema. Par contre, 2 cas de décès ont été enregistrés à Kinshasa, la capitale, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020. Le cumul des cas est de 12 310 confirmés. Au total, il y a eu 331 décès et 11 433 personnes guéries. Jusque-là, 22 provinces sont touchées sur le 26 qui compte le RDC, avec Kinshasa en tête de la liste qui enregistre jusque-là 9 296 cas de la maladie confirmée à coronavirus. Ici, à Lubumbashi, le guest house Amos, situé dans la commune de Kampemba, au quartier Ewabora, a ouvert ses portes ce mardi 24 novembre. Plusieurs invités des marques ont pris part à cette inauguration. Luc Kadima et John Tumba étaient présents pour les comptes de Héritage Télévision. À 7 chambres à coucher, dont 3 VIP et 4 modernes, le guest house Amos, un des plus dans le quartier Ewabora. Les responsables de l'hôtel sont rassurés des services rendus. Dans les 7 chambres, il y a 2 catégories justement. Il y a la première catégorie qui est catégorie A et catégorie B. Catégorie A est composée de 3 grandes pièces et catégorie B, 4 moyennes pièces. En fait. La sécurité, c'est notre devoir. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce mardi 24 novembre 2020 en présence de quelques invités venus de tous bords. Guest House Amos, un espace de repos pour vos nuits, situé sur l'avenue Géomètre, contre de la Régie des Eaux, quartier Ewabora, à commune Kampemba. L'hôtel Amos ouvre ses portes pour vous accueillir et rassurez-vous, vous êtes les bienvenus. On parle célébration à présent. L'univers commémore ce mardi 24 novembre la journée de la Bible. Cette célébration met un accent particulier sur l'authenticité de ces saintes écritures ainsi que ces traductions littérales qui souvent sont à la base des diverses interprétations de la parole de Dieu. Pour les pasteurs Daniel Mutombo, la Bible n'a pas changé et reste l'arme efficace du croyant. Le pasteur David, quant à lui, la Bible est la parole inspirée de Dieu et on doit posséder l'esprit du Seigneur pour la comprendre. Il est au micro de Joe Abraham Tumba et Michael Mutula. La Bible, d'abord, étymologiquement, c'est une composition de 2 livres, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et la Bible, c'est les livres saints pour les chrétiens, comme le Coran pour les musulmans. Ça représente beaucoup pour nous parce que tout ce que nous devons vivre, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, c'est écrit dans cette Bible-là. C'est ça qui nous donne l'orientation à la vie. Alors ça représente beaucoup pour nous qui sommes chrétiens et on ne peut pas s'en passer. En fait, c'est vraiment un livre spirituel.
c'est le seul livre qui n'a pas changé depuis des années. Vous voyez? En fait, et puis on ne peut pas moderniser la Bible. C'est un livre authentique. Donc, de génération en génération, on ne peut pas vraiment l'adapter ou bien le contextualiser. La Bible reste la Bible et elle a sa valeur depuis le jour que le Seigneur l'a prononcé jusqu'à aujourd'hui. La Bible n'est pas un livre culturel. La Bible n'a pas le temps d'échanger ou de varier. Aujourd'hui, les écrivains peuvent toutefois modifier leurs écrits. Un auteur d'un livre peut avoir une connaissance par rapport à ce qu'elle avait. Mais la Bible garde sa même valeur. La Bible ne peut jamais être modifiée. Étudier la théologie, c'est pas mauvais, mais pour mieux comprendre la Bible, selon 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6e, la Bible dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Lorsqu'on lit la Bible comme une lettre, on risque d'être tué. Mais pour mieux comprendre la Bible, nous devons avoir l'esprit de Dieu. Alors, lire la Bible comme un livre, c'est là où il y a beaucoup de difficultés. Mais lorsqu'on lit la Bible et on médite ça spirituellement, c'est alors que les écrits là donnent la vie. Avant de refermer complètement cette édition, parlons information au-delà de nos frontières, direction les États-Unis d'Amérique. Alors que Donald Trump commence à reconnaître sa défaite, le président élu Joe Biden dessine les contours de sa future administration. Il y a notamment quelques têtes connues à l'ère Obama. On fait le point avec nos confrères des TV5 Monde. Un gouvernement qui ressemble aux Américains, c'était la promesse de Joe Biden, avec des femmes à la manœuvre, à commencer par Janet Yellen. Cette économiste spécialiste du chômage et engagée contre le changement climatique sera la première femme secrétaire du Trésor. La future patronne de l'économie américaine avait dirigé la Réserve fédérale entre 2014 et 2018 en imposant des taux d'intérêt historiquement bas. Elle devra immédiatement faire face à la crise économique liée à la pandémie du coronavirus. La diplomatie sera dirigée par Anthony Blinken. Il aura la charge de recoller les morceaux auprès des alliés traditionnels des États-Unis. Il était le numéro 2 de la diplomatie américaine dans l'administration Obama. Ce francophone est un adepte des interventions militaires au nom des droits humains. Il était dans la salle de crise au moment du raid contre Ben Laden. Un suspense incroyable. Nous étions sur le dossier pendant des mois. Est-ce que nous allions réussir ? Autre figure connue de l'administration Obama et autre francophone, John Kerry, celui qui signa l'accord de Paris pour les États-Unis, sera chargé du climat. Je retourne au gouvernement pour remettre l'Amérique sur la bonne voie, face aux plus grands défis de cette génération et de celles qui suivront. Les minorités seront également représentées dans ce gouvernement. Joe Biden a décidé de nommer 7 hommes à la sécurité intérieure. Alejandro Mayorkas sera le premier hispanique à ce poste qui supervise notamment les questions d'immigration. Ces nominations seront officiellement annoncées demain et devront être entérinées par le Sénat. Pensez-vous que les Républicains vont s'opposer à vos nominations ? Vous plaisantez ? Le message est clair. L'administration Biden prend ses quartiers. Voilà, c'était l'essentiel de cette grande édition du journal préparé par toute la rédaction française. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain à la même heure. Restez fidèles à nos programmes. Ce journal vous a été offert par la Banque commerciale du Congo. BCDC, bâtisseur d'avenir. Bonjour, je m'appelle Priscille Tamboué, je vis à Kaminan, dans la province du Haut-Lomami. J'invite tous les enfants à regarder et à écouter la radio-télévision Héritage.